Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous et d'avoir la charge de lancer les débats, d'inaugurer les débats. Je voudrais partir d'un paradoxe ou d'un doute en tout cas, disons d'une alternative qui porte sur l'intelligence artificielle elle-même, l'expression, le syntagme « intelligence artificielle ». L'intelligence artificielle est-elle un pléonasme ou un oxymore ? Parce que si l'intelligence, et c'est intéressant qu'on nous demande constamment de définir l'intelligence artificielle alors qu'on a tant de mal à définir l'intelligence tout court. Parce que si par intelligence, on entend une faculté d'analyse, de classement, de distribution, de synthèse, d'adaptation, alors l'intelligence est d'une certaine manière toujours à la portée d'un artefact. Et l'intelligence artificielle est un pléonasme, toute intelligence est affaire d'artifice. Mais si, par intelligence, on entend par exemple des choses plus complexes, plus subtiles, comme être en bonne intelligence avec quelqu'un, ce synonyme de complicité, ou bien l'intelligence du cœur, par exemple. Si intelligence désigne ce régime-là d'intelligence, alors intelligence artificielle est un oxymore. Et cette alternative, il ne faut pas la trancher, il faut la faire vivre. Il faut en examiner les termes, il faut la creuser, il faut l'accepter. Et alors, mon propos est ici de dire qu'à la lumière de cet oxymore, qu'est aussi l'intelligence artificielle, on peut affirmer, me semble-t-il, avec toutes les réserves qu'il faut, que nous ne sommes pas sur le point d'être grand remplacés par des machines. Je ne prendrai qu'un seul exemple ici, c'est l'enseignement de la philosophie. On ne se refait pas. Et donc je prendrai juste cet exemple-là. L'enseignement de la philosophie. D'abord, une première chose, qu'est-ce qui nous fait penser dans la vie ? Qu'est-ce qui nous impose de penser ? Oh, ce n'est pas la pensée elle-même qui nous fait penser, ce n'est pas la réflexion qui nous fait réfléchir. Non, ce qui impose de penser, c'est la peur de mourir. C'est la peur de mourir, c'est le sentiment d'être mortel, c'est le sentiment d'être jeté là, dans un monde, sans avoir demandé à vivre, d'être né par hasard dans un monde qui s'en fout, avant d'y mourir sans savoir pourquoi on est passé par là. Ça rend philosophe. Donc, effectivement, la pensée est dictée, l'urgence de penser nous vient du sentiment, du constat de notre mortalité, l'intime constat de notre mortalité. Alors, je ne connais pas de machine qui ait peur de mourir. Et notez que chaque fois qu'une machine s'empare ou devient consciente dans la fiction, ça passe par la peur de mourir. Je vous donnerai juste deux exemples. 2001, l'Odyssée de l'espace, où Hal dit au pilote qui le débranche progressivement à la fin du film « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». On entend l'ordinateur qui a peur, et il le dit sur une voix monocorde. La scène est extraordinaire, mais il a peur. Il a besoin d'avoir peur, parce que le fait qu'il ait peur témoigne du fait qu'on est en présence d'une conscience, et que par conséquent, en le débranchant, on le tue. Donc l'exemple tiré de 2001. L'autre exemple qui me venait en tête, c'est Blade Runner. Souvenez-vous, dans Blade Runner, les réplicants n'ont que 4 ans de vie devant eux. C'est pour les contrôler, c'est pour mieux les contrôler qu'on leur a laissé 4 ans de vie devant eux. Mais en les contrôlant mieux, seulement le jour où ils apprennent qu'ils ont 4 ans de vie devant eux, ils réclament d'être libres. La conscience de leur propre mortalité, la conscience aiguë de leur propre mortalité, leur impose d'agir de façon libre. Et c'est ce caractère d'être mortel qui nous impose de penser qu'aucune machine n'éprouve par définition. 2 autres points là-dessus, la mémoire et l'étonnement. Notre mémoire, vous savez, on était dans les coulisses là avant, et il y avait des gens plus ou moins stressés avant de prendre la parole, etc., et c'est normal. Et en général, avant d'entrer en scène, on est un peu stressé, on est un peu tendu. Et surtout, on a l'impression d'avoir tout oublié. Quiconque a passé un examen dans sa vie connaît ce sentiment. La veille de l'épreuve, on est là, on se dit « j'ai tout oublié ». J'ai l'impression d'avoir tout oublié. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'avoir tout oublié ? Parce qu'on demande à notre mémoire une présentation synoptique, panoramique, rassurante de la totalité du savoir acquis. Seulement, ça n'est pas ainsi que fonctionne notre mémoire. Notre mémoire n'a qu'une représentation parcellaire du savoir acquis. Elle ne peut pas convoquer, à la façon d'une machine, la totalité du savoir et du décalage entre la totalité du savoir qu'on voudrait avoir sous les yeux et la petite loupiote de connaissances que notre
mémoire nous offre à cet instant précis naît le sentiment de ne plus rien savoir. Seulement, comme par hasard, le lendemain ou quand on entre en scène, qu'est-ce qui se passe? Ça revient. Ça revient alors que c'était nulle part. Et c'est en cela, et c'est cela qui est essentiel, c'est ce point-là qui est essentiel. Ça revient alors que c'était nulle part. Nos souvenirs n'existent pas en nous. Nos souvenirs ne sont pas quelque part logés en nous, réactivables à l'envie. Notre mémoire, c'est une conservation sans conservatoire. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres spirituels et qu'en cela, nous ne pouvons pas faire l'objet d'une synthèse par une machine. Nous sommes, si j'ose dire, organisés. C'est la raison pour laquelle on ne nous fabrique pas. Le troisième point qui me paraît distinguer durablement l'IA de la pratique de la philosophie, c'est la question de l'étonnement. Je le dis très simplement ici, nous avons tous, c'est un lieu commun, vous savez, sur la philosophie, on dit la philosophie commence avec l'étonnement. Mais bien seulement l'étonnement, ce n'est pas l'étonnement devant ce qui est étonnant. Parce que ce qui en lui-même n'a rien d'étonnant, naturellement. Si quelqu'un se mettait à faire une chose absurde, là, soudain, sur scène, on serait tous étonnés, si vous voulez. Ce qui serait étonnant, ce serait qu'on ne s'étonne pas. Autrement dit, s'étonner d'un truc étonnant, ce n'est pas étonnant. C'est banal. Ce n'est pas s'étonner de ce qui est étonnant qui vous rend philosophe. Non, la philosophie consiste à s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. On devient philosophe quand on se met à regarder avec un œil perplexe les trucs qu'on nous vend depuis toujours. Ce qu'on a l'habitude de voir. Alors ça peut aller des objets jusqu'aux idées qui nous paraissent soudain des préjugés. Mais on entre en philosophie quand on se met à questionner ce qui jusque-là nous était vendu comme inquestionnable, non questionnable, enfin comme acquis si vous voulez. Autrement dit, la philosophie commence quand on s'étonne de ce qu'on a l'habitude de voir. Or, comment fonctionne l'intelligence artificielle au départ? L'intelligence artificielle fonctionne sur le modèle de l'adaptation synaptique. C'est-à-dire, c'est l'étude des mollusques dont on constate qu'ils ne réagissent pas de la même façon au même stimulus parce qu'ils se sont adaptés au lieu où ils se trouvent ou à la circonstance. Et c'est sur le modèle de l'adaptation synaptique qu'on a pensé l'IA. Autrement dit, le travail de l'IA consiste à ne pas être surpris par ce qu'on n'a pas encore vu. C'est la raison pour laquelle l'intelligence artificielle fabrique des outils prédictifs qui secondent merveilleusement l'humanité dans l'exécution de quantité de tâches. On fabrique des outils prédictifs. Retenez juste ceci. L'intelligence artificielle, la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, c'est précisément de n'être pas surpris par ce qu'elle n'a pas encore vu. Alors que la raison d'être de la philosophie, c'est d'être surpris par ce qu'on a l'habitude de voir. Les directions sont résolument opposées, sont résolument antagonistes. Ce qui me fait dire par extension que la vie, de façon générale, ne saurait faire l'objet d'une synthèse. Mais juste un point. Ça n'est pas parce que l'humanité ne peut pas être, ce n'est pas parce qu'une IA ne peut pas devenir humaine que l'humanité ne peut pas elle-même involuer en machine. Le meilleur exemple qu'on puisse en avoir, c'est dans les temps modernes, vous savez, le visseur de boulons, Charlot, qui est à la chaîne et qui, quand il quitte la chaîne, est toujours agité des spasmes du visseur de boulons. Vous voyez l'image? Il continue. C'est très drôle, évidemment, parce qu'il est en train de manger en même temps. Donc, évidemment, c'est Chaplin. Mais il est agité des spasmes du visseur de boulons. C'est une parabole sur le capitalisme qui écrase le Fordisme, qui écrase les corps, naturellement, et qui s'incorpore à nous. Mais c'est aussi une parabole sur la possibilité pour l'humanité de se machiniser, d'involuer en machine. C'est pas parce qu'une machine ne peut pas devenir humaine qu'un humain ne peut pas devenir machine. Le seul fait que nous réfléchissions la plupart du temps par préjugés ou que nous pensions ce qu'on nous dit de penser est en soi montre combien nous sommes perméables à une mécanisation de nos propres comportements. La question qui devrait nous occuper n'est pas de savoir quand les machines vont nous remplacer, mais comment éviter cette involution de la conscience humaine qui fait d'individus singuliers des automates. Et tout ça pour vous dire que, à mon sens en tout cas, la question n'est pas tant de savoir quand les machines vont nous grand remplacer
que de savoir d'où nous vient une telle trouille. Et pourquoi une telle trouille? Et je veux ici attirer votre attention sur le fait que c'est une trouille que nous éprouvons depuis la nuit des temps. Les gens qui se demandent si l'IA va nous remplacer ont en général le sentiment de se poser la question du XXIe siècle. Mais c'est une question que l'humanité se pose depuis le mythe de Pygmalion et la création d'une statue à qui la déesse donne le souffle de la vie, en passant jusqu'à l'IA, en passant par le golem, Pinocchio, Matrix, Star Wars. Nous n'avons jamais cessé de mettre en scène le moment où les machines allaient nous dépasser, allaient nous remplacer, allaient devenir conscientes et nous remplacer. Nous n'avons jamais cessé de nous raconter cette histoire. C'est pas nouveau. C'est vieux comme l'humanité, cette question, cette inquiétude-là. Et donc, d'où vient-elle? D'où nous vient-elle? Hypothèse. D'abord, on passe la journée devant nos écrans. Donc on est vaincu par nos écrans. Et donc l'idée d'être vaincu par un truc inanimé, c'est pas acceptable. Donc plus on mate l'écran, plus on a envie de penser qu'il est vivant et qu'il veut nous hypnotiser, qu'il veut nous capter. J'ai un copain un peu mélancolique comme ça qui regardait un jour son téléphone avec l'air triste. Je lui dis qu'est-ce que t'as? Il me dit, américain, the problem is it doesn't love you back. Et il était sérieux. It doesn't love you back. Autrement dit, on voudrait que ça vive, cette affaire-là qui nous hypnotise. C'est pas acceptable d'être hypnotisé par un truc mort. L'autre hypothèse, c'est que dans la conscience collective, ou dans l'inconscient collectif peut-être, quelle est l'instance qui a donné le jour à des créatures suffisamment libres pour lui tourner le dos? Qui est assez fort pour donner le jour à des êtres libres? Dieu. Le sentiment que nous avons, et c'est ça qui est intéressant, le sentiment, la prédiction apocalyptique du type qui dit « on va être bientôt remplacé par les machines » est une prédiction qui se vit comme une humilité. Comme une humilité. Ah, j'ai l'humilité d'admettre que l'homme est moins fort que la machine. Depuis toujours, l'homme est moins fort que la machine. Sinon, la machine ne servirait à rien. C'est sa raison d'être. Le poing est moins solide que le marteau. Donc, évidemment, depuis toujours, la machine est plus forte que l'homme. Seulement, ce n'est pas le même endroit. Ce sentiment-là, dans le sentiment que nous allons être bientôt grand remplacés par les machines, entre beaucoup plus d'orgueil, bien sûr, que d'humilité. Ça n'est pas l'humilité du type qui dit les machines sont plus fortes que nous. Non, c'est l'orgueil du type qui se prend pour Dieu, qui croit qu'il est capable de donner le jour à des artefacts vivants, qui croit qu'il est capable de fabriquer de la vie. Autrement dit, la question de l'IA est une question fondamentale, c'est une révolution, il n'y a pas de doute là-dessus, ça bouleverse tous les champs de compétences, je n'ai pas besoin de vous en convaincre, ce que vous allez entendre vous en convaincra encore davantage, bien sûr. Mais c'est une révolution qui impose d'en penser aussi les limites d'emblée. Et il me semble qu'on peut nommer ces limites, et ces limites, ça s'appelle tout simplement l'esprit. Je vous remercie de votre attention.